That's it. That's all for the Toronto Blue Jays as they wrap up another season. This particular season wasn't exactly what fans may have been hoping for at the outset. I can say we're way different than last year. Add Scherzer, you add Santander, you add a closer. This team is as dangerous good as anybody in the league. My goodness, what a play! Way back, out of here! Salut tout le monde et bienvenue au podcast des Blue Jays édition du 25 mars 2025. Gavino De Falco avec Jeremy Filosa. Comment ça va, Jeremy? Oh, écoute, à 2 jours du début de la saison, là, ça peut pas aller mieux. C'est le printemps, ça commence à sentir vraiment le baseball. J'ai tellement hâte que ça commence pour les Blue Jays jeudi après-midi face aux Orioles de Baltimore parce que, on va se le dire, après un camp d'entraînement vraiment plus que correct. Série mondiale pour les Blue Jays. Wouhou! La série mondiale des... la Ligue des Pamplemousses, premier au classement général. Wow, incroyable, Ouais, je crois donc, rêver. Ben, ça nous donne quand même un petit peu plus confiance que l'an passé. Je veux dire, à pareille date, le recul de la cassette, c'était assez sombre, merci. On espérait, mais on faisait juste se croiser les doigts. Ouais. Là, on a vu des choses intéressantes au camp. Écoute, on va en parler dans quelques instants. Il y a eu des coupures, là, mon chum. Je peux te dire que si ces gars-là avaient performé de la même façon il y a un an, jamais ils auraient été retranchés. Alors, on a du luxe. Très grosse émission. Merci d'être là. On va essayer de vous divertir dans la prochaine demi-heure. En passant, le vidéo promotionnel provient du compte X des Blue Jays, juste pour nous mettre un petit peu là, dans l'ambiance de baseball pour la saison 2025. Ça promet, là. On commence, ça a mal fini, tout ça. Et ensuite, on voit les joueurs voler des buts, frapper des coups de circuit, jouer du baseball excitant. J'espère que ça va être ça en 2025. Bon, les coupures au camp. Malheureusement, mon ami Addison Barger, qui a frappé pour 367, je le dis, moi, ce joueur de troisième but-là, je l'adore. Il va falloir qu'il ramasse son linge et sa valise et s'en va dans le 3, malgré, comme j'ai dit, un camp d'entraînement incroyable, Philo. Écoute, c'est incroyable parce que, tu sais, de la manière dont il a frappé, puis de la manière dont il avait confiance à la plaque, puis aussi avec puissance, on était sûr que c'était fait dans le cas de Barger. Ce qui a joué un peu contre lui, c'est un peu la blessure de Varsho, on va en parler tout à l'heure, mais on voulait avoir un véritable voltigeur de centre pour occuper ce poste-là défensivement. Alors, on a gardé Myles Straw. Ouais. Si Barger était capable de jouer au champ-centre, il aurait fait l'équipe, ça c'est certain. Puis je veux pas dire que Straw a mal fait, là. Straw a connu aussi un très bon printemps. Mais je pense que c'est ça qui a fait en sorte que ça lui a coûté sa place. Mais moi, Gavino, je vois pas Barger en bas bien longtemps. Non, là, je pense pas. À part s'il tombe dans une déprime, là, il est pas capable de frapper, là, mais... Il y a quand même, tu sais, il y a eu des hauts et des bas l'année passée, là, ce qui a été rappelé. Il y a eu le premier rappel. Bon, je pense qu'il était surpris de ce rappel-là. Le deuxième rappel, ça a mieux été, mais tu sais, je regarde les stats. 3 circuits, 6 points produits. Ce qui, malheureusement, est dans la colonne du négatif, là. 10 retraits au bâton en 30 présences au bâton. Donc, encore une fois, c'est le festival du ventilateur dans son cas. Mais lorsqu'il frappe la balle, il frappe la balle avec autorité. Il peut se débrouiller un peu partout sur le terrain. Mais comme tu dis, moi, je pense que ça va être le premier appel là, des Blue Jays. C'est sûr qu'il y a toujours des blessures. Au mois d'avril, surveiller Addison Barger. Orelvis Martinez, quand même, un bon camp dans son cas. On sait que ce joueur-là, malheureusement, a été suspendu pour avoir pris des stéroïdes, entre guillemets. Écoute, 320 de moyenne. Il a laissé quand même une belle carte de visite. Un circuit, 3 points produits. Mais on ne peut pas garder tout le monde. Et malheureusement, Orelvis, il va falloir que lui aussi pack ses valises et fasse du cochambrage, excuse-moi l'expression, avec notre ami Addison Barger. C'est correct, Gavino. C'est pas la fin du monde. On aurait espéré que vraiment il fasse écarquiller des yeux au camp d'entraînement puis qu'il force la main des Blue Jays. Mais c'est pas grave. C'est un jeune qui est en apprentissage. On veut qu'il améliore sa défensive. Ça, c'est sûr. Il a commencé le camp d'entraînement très fort. Vous vous souvenez, un circuit à sa première apparition à la plaque. Ensuite de ça, il avait été malade. Il a raté à peu près une semaine. Quand il est revenu, c'était peut-être pas aussi dominant
qu'auparavant. Alors, on l'a coupé, quoi? Une semaine avant le début de la saison, à peu près. Là, on l'a su la semaine passée. Regarde, il va continuer de faire ses classes en bas. Je suis certain qu'on va voir Elvis Martinez à un certain moment donné avec les Blue Jays cette année. Probablement un rappel s'il y a des blessures ou quoi que ce soit. Mais je suis content de voir que le jeune, il progresse. Mais là, c'est de voir est-ce qu'on peut y faire une place défensivement en quelque part. Là. Le releveur Ryan Yarbrough qui quitte l'organisation des Blue Jays de Toronto. Il s'en va chez l'ennemi, les Yankees de New York. Es-tu un petit peu surpris de ce move-là du côté des Blue Jays? Ça, c'est celle-là vraiment qui me surprend le plus parce que Yarbrough, premièrement, dans son contrat, lui, avait négocié un out clause qui disait si vous ne me gardez pas à la fin du camp, moi, je peux me déclarer joueur autonome. Puis d'ailleurs, le dernier jour du camp, dimanche, il devait lancer dans ce match-là. Il a décidé de ramasser ses clics, ses claques puis partir. Yarbrough, pour moi, en avait suffisamment fait pour convaincre l'organisation. En plus, c'est un gars qui est polyvalent parce qu'il peut être utilisé comme partant, mais aussi comme releveur. À 2 millions de dollars, c'était pas cher payé non plus. Moi, je l'ai dit sur mes réseaux sociaux, j'ai dit Yarbrough ne passera pas 24 heures sans job, là. Puis c'est exactement ça. Il a été bon l'année passée. Il a été très bon l'année passée. Même, tu sais, on faisait son. N'importe où il lançait, que ce soit partant, longue relève, il lançait ses 3, 4, 5 bonnes manches sans se faire frapper. C'est pas un lanceur qui lance à 95 000 à l'heure, mais mélangeait bien ses lancers, balle cassante, changement de vitesse. Et, tu sais, malheureusement, il se retrouve avec l'ennemi, les Yankees de New York. Puis les Yankees, là, ils ont besoin de joueurs parce qu'il y a bien des clients sur la liste des blessés. Bon. Les surprises au camp, et je veux dire, il faut parler de Alan Roden, joueur de 25 ans qui a connu un camp incroyable, 407 de moyenne, 11 coups sûrs en 27 présences. C'est un joueur, je pense que, bon, il va être utilisé comme substitut, comme dans le champ, comme voltigeur, mais en même temps, tu sais, tu peux pas couper tous les jeunes qui ont très bien fait. Et dans son cas, c'est un frappeur gaucher. Il lance de la droite. Une belle acquisition, une belle surprise. J'espère juste que ce ne sera pas la version Brett Barberie 91, 92, 93, c'est-à-dire il frappait pour 400 au camp, comme Peter Bergeron, et tout d'un coup, dans les majeurs, il frappait absolument rien. Non, mais c'est vrai. J'espère que ce ne sera pas ça, là, Alan Roden. Ben, écoute, faut pas oublier que ce gars-là, Alan Roden, au tout début du camp d'entraînement, lorsqu'on a commencé là, les échauffements, Ross Atkins avait parlé de lui dans son point de presse. Il y a quelqu'un qui avait posé la question, qui est selon toi le jeune qui pourrait nous impressionner ou qui pourrait vraiment mêler les cartes au camp d'entraînement. Puis lui, il avait nommé Alan Roden. Puis tout le monde avait comme, ah, OK, on ne l'avait pas vu venir. On s'est dit, bon, parfait, on va le surveiller. Il a quand même eu un très bon début de camp, puis on s'est dit, bon, ben, est-ce qu'il est motivé par les propos de Ross Atkins? Peut-être qu'il voit une ouverture, lui. Et finalement, c'était pas un feu de paille, là. Il a été dominant pendant tout le camp d'entraînement, jusqu'à la toute fin, même cette fin de semaine. Il a frappé comme un déchaîné. Oui. Ben, il n'a pas donné le choix à l'équipe. Et là, ben, il fait le club. Moi, personnellement, je pensais que c'était un gars qu'on allait surveiller, puis que d'une façon ou d'une autre, il allait poursuivre son apprentissage dans les ligues mineures. J'espère juste, Gavino, qu'on le fera pas traîner sur le banc. Il faut qu'il joue, ce gars-là. Il faut qu'il y ait des présences au bâton et tout ça. Un bon œil au bâton en passant au camp d'entraînement. 4 buts sur balle, seulement 6 retraits au bâton en 27 présences officielles. Mais comme j'ai dit, il se passe quelque chose lorsqu'il est sur le terrain. C'est pas un frappeur de puissance, mais c'est un frappeur de flèche. Il est capable d'utiliser les allées et aussi bien là, que ce soit la droite ou la gauche. C'est un bon frappeur qui utilise là, le centre du terrain. Moi, je pense que c'est une bonne acquisition. J'ai hâte de le voir, mais comme tu dis, faut pas qu'après une semaine d'activité, qu'il y ait une présence au bâton puis qu'il ait joué 3 manches. Faut pas que ça soit ça, là, Alan Roden. Il est en pleine confiance présentement. Utilise-les. Exactement. Bien d'accord avec toi. Tyler Heineman, s'il y a un point faible, on va en parler dans quelques instants. Côté receveur auxiliaire, du côté des Blue Jays de Toronto, c'est pas la mer à boire là, qui va seconder Alejandro Kirk. Tyler Heineman, 33 ans, il s'est promené un peu partout dans les majeurs, pas une grosse carrière. Il arrive là, il se faufile comme receveur auxiliaire. Écoute, il va jouer le Tyler Heineman là, parce que Kirk, il ne jouera pas 162 matchs, là, notre ami Alejandro Kirk. Comment tu vois ça, l'utilisation de Tyler Heineman, qui est, selon moi, écoute, un joueur qui n'est pas là par défaut, mais c'est pas la profondeur que tu veux en ce début de saison là, comme receveur. Là. Je suis un peu surpris qu'on n'a pas essayé de ramener Jansen à Toronto parce que Jansen, là, il a signé 1 an avec les Rays.
Tu sais, je veux dire, les Blue Jays auraient pu y offrir 2 ans, là, puis Jansen serait revenu en courant. On le sait qu'il adorait les Blue Jays, il adorait Toronto. On sait dans quelles circonstances il a quitté l'année passée. Le club n'était plus dans une course aux séries. Les Red Sox cherchaient un receveur. Mais, je veux dire, tu n'as pas de profondeur au poste de receveur présentement. Là, tu viens de donner un contrat à Alan Joker, tabarouette, Gavino. 11 millions par saison pour Alejandro Kirk, qui a, à ce que je sache, là, je pense qu'il n'a jamais catché 100 games dans une saison. Là. Mais c'est vrai, là. Mais il a connu, 11, il a connu une bonne deuxième moitié de saison. Il était capable de retirer même des coureurs en tentative de vol, puis il a même frappé un triple l'année passée. Non, mais c'est vrai. Écoute. En tout cas, moi, je me souviens surtout là, des balles à double jeu, puis du fait que sur les sentiers, il ralentissait ses coéquipiers derrière lui. Tu sais, je veux dire... non, toi, tu l'aurais pas signé, Alan Kirk. Je l'aurais peut-être signé. Mais j'aurais-tu donné 55 millions, 56 millions? 58 sur 5 ans. Tabarouette. En plus que lui, là, il n'avait pas droit à l'autonomie avant 2027. Tu sais, les gars là qu'il faudrait signer tout de suite, là, les Bichette puis Guerrero, on attend, puis on attend, puis on attend. Puis là, c'est, tu sais, Alejandro Kirk, c'est l'autonomie dans 2 ans, pas grave, on va te signer tout de suite. C'est à partir de l'année prochaine, je pense, 11 millions par année pour 5 ans, c'est jusqu'en 2030. Mais est-ce que, ce move-là de la direction, dire, écoute, on va signer tout de suite notre receveur numéro 1, ça va faire en sorte que toutes les autres signatures vont se succéder. Pas sûr de ça, en tout cas. Je pense pas que les gars y attendaient vraiment avec impatience la signature de contrat d'Alejandro Kirk, mais regarde, j'aurais au moins aimé qu'on fasse l'acquisition d'un deuxième receveur vétéran capable de vraiment supporter et appuyer Kirk. Pas sûr de Heinemann, puis je suis triste de voir que Jansen est avec les Rays. Heinemann, peut-être le cousin d'Émile. On sait pas. Peut-être. Varsho sur la liste des blessés. Là, faut que tu m'expliques ça. Le gars, il est assez bon pour jouer au camp d'entraînement. Il frappe, là, ça n'a pas de bon sens. C'est lui qui a terminé le camp d'entraînement, je pense, le meneur du côté des Blue Jays avec 4 coups de circuit. Il a frappé la longue balle. J'ai ses statistiques devant moi. 4 circuits, 9 points produits. Je sais qu'il a frappé pour 242, mais en 8 coups sûrs au camp, 4 longues balles. Loin dans la gauche, loin dans la droite. Et là, commence pas la saison du côté des Blue Jays. On savait qu'il était blessé, mais là, il n'est pas assez bon pour jouer dans les majeurs. Bon, je ne sais pas quoi penser de ça. Explique-moi ça. Là, explique-moi ça. Je vais te l'expliquer. Varsho, normalement, là, dans n'importe quelle autre équipe, il commence la saison. OK? Tu l'as vu, là, il a frappé avec de la puissance au camp d'entraînement. Il est définitivement capable de frapper. Son problème, c'est qu'il n'est pas capable au moment où on se parle de jouer en défensive. On dit que ça va prendre 2 à 3 semaines. La raison pourquoi il commence sur la liste des joueurs blessés, c'est parce que, attention, et ça, c'est une information là, qui nous avait échappé. Anthony Santander, jouer sur le synthétique, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça, il craint les blessures, il n'est pas à l'aise. D'ailleurs, puis ça, c'est quelque chose que je n'avais pas remarqué, mais dans les années passées, quand il venait jouer contre les Blue Jays à Toronto, plus souvent qu'autrement, soit qu'il était frappeur de choix, soit qu'on lui donnait une journée de congé. Alors, ça veut dire que cette année, là, plus souvent qu'autrement, là, Santander, à domicile, là, tu peux écrire DH là, sur ta feuille. Ben non. Oui, c'est ça. Parce que si Santander était en mesure de commencer l'année de dire « Hey, écoute, Anthony, là, tu vas commencer la saison au champ gauche parce que Varsho, là, on a besoin de son bâton. Lui, il va commencer comme DH. » Ouais, mais t'es pas allé chercher un frappeur de choix, Anthony Santander. Là. Je veux dire, c'était pas ça son pain puis son beurre avec Baltimore. Il jouait à chaque jour. Puis il y a un joueur qui est DH, un peu comme David Ortiz. Là. Il sait que, bon, à chaque demi-heure, à chaque 25 minutes, il prend son bâton, prend ses gants, ça va frapper. Anthony Santander, c'est pas ça là, que t'es allé chercher. Là. C'est pas un DH que t'es allé chercher. Là. Mais c'est parce que en parlant à Santander, en entendant les commentaires de Santander, en entendant les commentaires de John Schneider durant tout le camp d'entraînement, on a compris une chose. Santander sur le turf, à ne pas inviter au même party. Et là, ça va être le festival du frappeur de choix quand les Blue Jays vont être à domicile. Et là, écoute, tu joues 81 games sur 162 sur du turf, là. Fait que ça menotte les Blue Jays. Mais ça, quand on l'a signé, là, Santander, est-ce qu'on connaissait ça dans son cas? Je pense que oui. Mais on n'a pas parlé publiquement avant de se rendre au camp d'entraînement et que les journalistes commencent à poser des questions. Parce que là, les gars, ils se grattaient la tête. Les journalistes disaient, voyons donc,
Varsho va commencer l'année, il va être frappeur de choix, puis Santander va jouer au champ gauche. Ah, non, il peut pas. Ah, il n'est pas à l'aise. Oh, OK. Mais là, c'est un problème. Donc, là. je pense que les Blue Jays commencent leurs 7 premiers matchs à domicile C'est avec ça. les Orioles de Baltimore. Donc, tu es en train de me dire que les 7 premiers matchs de la saison, Santander va être DH les 7 premiers matchs. Il ne jouera pas une seule manche dans le champ gauche. Les matchs là, à domicile, ça va être DH ou ça va être journée de congé. Eh. Peut-être qu'occasionnellement, on va le mettre au champ gauche, mais ça n'a pas de l'air d'être dans les plans. Et là, imagine-toi comment Varsho doit se sentir, lui. My God. Parce que là, Varsho, là, ça va pas bien depuis qu'il a été échangé des Diamondbacks aux Blue Jays, on va se le dire. Là, il y a un camp d'entraînement, il est hot. Puis là, on met un frein là-dessus. Viens t'asseoir pendant 2-3 semaines. Tu ne verras pas d'action dans un match du baseball majeur pendant encore justement 2-3 semaines, peut-être un mois. Il va revenir comment, Varsho? On ne le sait pas. Et il va jouer où en attendant, Varsho, là? Ben là, il va jouer des matchs simulés, des matchs des ligues mineures, puis on espère lui donner quelques matchs à Buffalo avant de le Sérieux? ramener. Ben, Je c'est suis ça en l'affaire. bas de ma chaise. Je Ben, je suis te le en dis. bas de ma chaise. Tu Ben, je te l'ai sais, dit avant- Santander, combien ça a coûté, cette patente-là? 95 millions. Ben, Gavino, je te Et il l'ai n'est dit pas avant le show. capable d'évoluer sur un des meilleurs turfs là, des majeurs. Là. On sait, là, au Rogers Center, c'est un beau terrain. Là. Oui. C'est pas les loisirs Saint-Eusèbe et c'est surtout pas le ciment du stade olympique du Non, Bégo. non. Et là, il n'est pas capable d'être utilisé comme voltigeur de gauche. Ben, J'ai de la misère avec ça. Ben, c'est sûr, j'ai de la misère. Je te l'ai dit avant l'émission, ça va être le sujet de l'émission. Tu m'as dit, ah ouais, comment ça? Je te l'ai dit. Là, Varsho, là, il regarde vers Santander puis il dit, à cause de toi, là, m'en retourne en Floride parce que là, il va être là à Toronto. Là, on va lui donner son gant doré puis tout ça. Puis là, il retourne à Dunedin, frappé dans la cage, lancé. Ça va être avec Kiermaier va rester avec lui à Dunedin parce que Kiermaier est devenu maintenant un instructeur avec les Blue Jays. Ouais. Donc, va Fait que rester si avec lui à Varsho, Dunedin. exemple, il avait fait l'équipe. Là. Il avait Ouais. été, là, lors du match d'ouverture, tu aurais coupé qui? Sûrement Nathan Lukes. Mais là, il faut que tu gardes Nathan Lukes parce que Santander n'est pas capable de jouer dans le champ. Je pense que c'est ça, là, à peu près. Oui, mais Aïe, aïe. je comprends En tout cas, que les moi, ça Blue me Jays dépasse. n'avaient pas bien le choix parce que ça prenait un bon ton dans l'alignement. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ça va vraiment handicaper le travail de John Schneider pour ce qui est de la construction de son alignement. Mais tu sais, écoute, il n'y avait pas vraiment grand-chose sur le marché des joueurs autonomes cette année. Non. Bon, il y Mais a 2 t'avais ans, pas le choix. Otani, bye, tu l'as perdu. Ouais. Il est signé avec les Dodgers. Cette année, c'était le derby Juan Soto. Il est parti avec Ouais. les Mets. Tu t'es Ouais. essayé avec Sasaki. Ouais. Pete Ben écoute, Alonso. 0 en 3. Pete Alonso, 0 en 4. Il restait qui? Santander. Mais là, faut que tu vives avec qu'il ne veut pas évoluer sur le gazon synthétique. Ben, écoute, Tu sais, je vais je faire pense une qu'on... parenthèse vite. Ouais. Là. T'en souviens-tu de David Ortiz en série mondiale contre, je pense, les Cards de Saint-Louis? Ah, écoute, il sera pas capable de jouer au premier but parce que, tu sais, c'est un DH de formation. Il a-tu joué au premier but en série mondiale? Il a joué au premier but en série mondiale. Fait qu'à un moment donné, là, tu sais, regarde, j'ai bien de la misère avec ça. Ben, je le sais. Puis comme je te dis, là, lui, il vient pas de signer pour 1 an. Là. Il vient de signer pour 5 ans? Ouais. Avec les Blue Jays. Je veux dire, et la réalité, c'est que les Blue Jays, demain matin, ils vont pas installer du gazon naturel là, au Rogers Center. Ça va être du turf pour les 5 prochaines années. Là. Alors, c'est ça. Ça fait en sorte qu'on est obligé de prendre des décisions que normalement, on n'aurait pas dû prendre. Prochain sujet, la composition de l'équipe 2025 des Blue Jays de Toronto. Regardez ça, ça va ressembler à quoi lors du match d'ouverture? Kirk derrière le marbre, Vladimir au premier but, Jimenez au deuxième, Beau Bichette qui connaît toute une séquence au camp d'entraînement en passant des bonnes nouvelles à l'arrêt-court et au troisième but, Ernie Clement. De gauche à droite, les voltigeurs. On ne sait pas encore si Santander va être là. En tout cas, je mettrai un petit 2 piastres sur Nathan Lukes au champ centre. Peut-être George Springer. Et Varsho n'est pas là. Alan Roden, peut-être un joueur, Miles Straw également, qui va être dans la course pour être voltigeur. Écoute, Philo, on va parler des frappeurs avant de parler des lanceurs, là. Qu'est-ce que tu vois comme alignement, comme composition de l'équipe? Est-ce que tu aimes ça? Est-ce qu'on est plus fort que l'année passée à pareille date, là? Je pense que oui, parce que la tenue de Beau Bichette au camp d'entraînement nous inspire vraiment confiance et il y a de l'air du Beau Bichette
des années passées. Tu sais, je l'ai vu étirer les bas, frapper des balles avec puissance le long de la ligne du premier, ce qu'il avait l'habitude de faire dans le passé et ce qu'il ne faisait plus la saison dernière. Là, John Schneider, à la fin du camp d'entraînement, réfléchissait encore. Il l'a dit à Blair Barker. On ne sait pas si Beau Bichette, ça va être notre premier frappeur ou notre quatrième frappeur. OK. Bon, si Beau Bichette, c'est le premier frappeur, ce qui va être important pour moi, là, Gavino, ton neuvième, là, faut que ce soit un gars qui est capable d'embarquer sur les buts. Parce que si ton neuvième fait le travail et est capable d'embarquer sur les buts, ben, dès la deuxième présence au bâton, tu as un alignement qui se retrouve. Mettons que c'est, je sais pas moi, ça peut être Ernie Clement, mettons. Si Ernie Clement, c'est ton neuvième frappeur, ben là, tu as Clement, Bichette, Guerrero et Santander de 9 à 3. Ça tient la route. Mais si tu veux que Bichette soit ton premier, puis ton neuvième frappeur, si t'es un gars qui embarque jamais ou qui ne contribue pas offensivement, tu vas avoir un problème. Là. Mais Bichette, il a connu tout un camp comme premier frappeur. Là. Pourquoi tu décides aujourd'hui, tu te réveilles ce matin, tu dis « Hey, je vais peut-être l'essayer quatrième. » Laisse les premiers frappeurs. Il a frappé pour 373 avec 4 coups de circuit, 9 points produits. Il a même produit des points comme premier frappeur. Il a volé un but, seulement retiré 7 fois au bâton en 51 présences. Il est dans sa zone. Là. Okay. Il sait qu'il va frapper premier. Laisse-les premiers. Il ne faut pas y jouer dans la tête. Il ne faut pas jouer dans la tête à Beau Bichette qui est peut-être, là, s'il va bien, là, il va être dans la course, peut-être pour le joueur le plus utile à son équipe. S'il y a ces chiffres-là là, à la fin de l'année. Là. Ben, OK, moi, j'ai pas de problème avec ça. Si tu veux le laisser premier, on le laisse au premier rang. Mais moi, dans ce cas-là, OK, j'aimerais voir John Schneider, je sais qu'il le fera pas, mais insérer quelqu'un au deuxième rang. OK? Encore une fois, un Ernie Clement ou peut-être un Andrés Jiménez. Tu sais, on a vu Andrés Jiménez durant le camp. Il ne se gêne pas pour déposer un amorti sacrifice. Il est rapide sur les sentiers. Il est capable de faire avancer un coureur. Là, tu étires un petit peu ton alignement si tu es capable de faufiler quelqu'un dans le deuxième spot. Puis après ça, tu as Guerrero puis tu as Santander. Mais écoute, c'est assez clair. Schneider l'a répété assez souvent. Il veut avoir ses 3 meilleurs le plus possible sur le terrain dès la première manche. Donc, Bichette, Guerrero et Santander. Mais ça te fait un haut d'alignement très court. Très, très court. Puis après ça, tu te retrouves déjà avec des points d'interrogation. Bon, parce que là, on a vu là, à la fin, là, on a vu Springer, 4e. Oui. On a vu Jiménez, 4e. Tabarouette, je veux dire. C'est pas des pour l'instant, frappeurs. les experts se sont penchés sur MLB.com et l'alignement des frappeurs de 1 à 9. Là. Disons là, que Santander, il joue à l'extérieur sur la route, puis il n'y a pas de problème à jouer en défensive. Bichette 1, Vladimir 2, Santander 3. Je suis capable de vivre avec ça. Si Aaron Judge est capable de frapper deuxième avec les Yankees, pourquoi pas Vladimir deuxième? Bref, regarde, en passant, là, très important que les Blue Jays connaissent un bon mois d'avril. Là. Très bon mois d'avril, parce que si jamais ils se retrouvent déjà à 8-9 matchs rendus à la fête des mères, ça va être on tire la plug, puis on échange tout le monde, puis on recommence la reconstruction. Ouais. Je referme la parenthèse. Les frappeurs 4-5-6, là j'ai de la misère. Springer 4, comme voltigeur. Andrés Jiménez, écoute, c'est pas ton frappeur qui va produire des points, et Alejandro Kirk comme receveur au frappe 6e. Les frappeurs 7-8-9, Will Wagner, Clement et Nathan Lukes ou Miles Straw ou Alan Roden, on verra. Mais tu l'as dit, de 1 à 3, ça se tient. De 4 à 9, c'est une aventure. Ben oui. Puis, tu sais, tu viens de nommer 2 gars qui, tu sais, pourraient être intéressants. Roden et aussi Wagner. Mais ce sont de très jeunes joueurs. Frapper 4e, là, c'est une énorme responsabilité dans une équipe de baseball. C'est beaucoup de pression pour ces jeunes joueurs-là. C'est pour ça que je dis, est-ce qu'on est capable d'insérer au 2e rang quelqu'un qui peut faire avancer un coureur? Et là, ça règle ton problème de 4e frappeur. Alejandro Kirk, tu peux pas le mettre là, Gavino, parce qu'il ralentit les gars derrière lui. Tu sais, Jiménez, mettons qu'il frappe 5e. Là, tu vas avoir Kirk en avant de lui. Ta barouette ne pourra jamais voler un but de la saison avec l'autobus en avant. Oublie ça. Alors, c'est Kirk, tu peux pas le mettre là. Springer, c'est pas sa place. Jiménez non plus, c'est pas sa place. Ernie Clement, à rigueur, peut-être, mais tu sais, encore là, c'est pas un prototype 4e frappeur. Je pense que c'est pour ça que Schneider se gratte la tête et il se dit, est-ce que je devrais mettre Bichette comme 4e puis mettre quelqu'un d'autre comme lead-off man? C'est un pensez-y bien. La réalité, là, Gavino, là, c'est que c'est un casse-tête. Puis dans ce casse-tête-là, là, il manque des morceaux.
C'est pas un casse-tête parfait. Mais moi, je pense qu'il y a un peu plus de vitesse que l'année passée, un peu plus d'options pour voler des buts en fin de match. Et j'espère qu'on ne jouera pas toujours la grosse manche et attendre le coup de circuit. Ça, c'est ça qui va être important. Provoque des choses. Tu as des frappeurs qui ont quand même... c'est des frappeurs de contact. Provoque des frappés courts, provoque des buts volés. Jimenez peut voler des buts. Miles Straw peut voler des buts. Nathan Lukes, écoute, c'est quand même un bon coureur. Provoque des choses parce que tu l'as essayé l'année passée de jouer la grosse manche et tu n'as pas signé 2 cogneurs de 40 circuits. Tu en as signé un. Il t'en manque un deuxième là, parce qu'on sait là, ça a été une chute vertigineuse pour les coups de circuit du côté des Blue Jays dans les 5 dernières années. Donc, essaye d'autres choses en attaque. Moi, il y a 2 éléments qui, pour moi, vont être importants pour les Jays cette année. Tu viens de le mentionner. Je veux voir une équipe qui va jouer du baseball de situation. Là, on l'a dit, Schneider l'a dit cette année, on veut en jouer plus de baseball de situation. Ça, c'est numéro 1 parce que, comme tu as dit, on n'est pas allé chercher les 2 cogneurs de 40 circuits. On en a juste un. Donc, il faut encore trouver une façon de manufacturer des points. Ça, c'est 1. Deuxième, ça va être la tenue de l'enclos de relève. T'sais, si l'enclos s'améliore, peut-être qu'on va avoir des chances. Donc, pour moi, c'est les 2 éléments clés pour cette saison. Les lanceurs partants, ça commence jeudi. Berrios lance jeudi. Vendredi, c'est Chris Bassett. Samedi, on ne le sait pas encore. Non, c'est Gausman. Gausman 2. OK, parfait. Bon. Et au 4e rang, je pense que j'ai Baldwin Francis. Bref, bon, on n'a pas les mêmes informations parce que moi, je suis allé là ce matin. Moi, j'avais Berrios, Gausman, Scherzer, Bassett et Francis lundi, à moins que ça a changé, là, je veux dire. Écoute, je ne sais pas si ça a changé, mais en tout cas, ce matin, là, j'avais Berrios, Bassett, To be determined et Baldwin Francis. Peut-être que Kevin Gausman va sauter son tour, mais je m'attends à ce que Scherzer lance lors du week-end d'ouverture à Toronto parce qu'il a bien lancé. Il a effectué 62 lancés lors de son dernier match. Écoute, il va amener, là, il va insuffler une nouvelle énergie. 40 ans, il a connu un bon camp. Des petits inconforts à son pouce, mais quand même, je m'attends à une bonne sortie du côté de Scherzer. Les lanceurs ont bien fait, là, Philo, au camp d'entraînement, ont très bien fait. Mis à part Baldwin Francis qui a un petit peu de difficulté, c'est présentement, si les lanceurs font le travail, les Blue Jays vont être dans le mix, ils vont avoir une chance peut-être de se faufiler comme meilleur 3e dans la Ligue américaine. Tu veux ajouter quelque chose? Oui, bien, j'ai l'ordre des lanceurs, c'est confirmé par la MLB. Là. Donc, c'est Berrios, c'est Gausman, c'est Scherzer 3, parfait. Bassett 4 et Francis va lancer dans la série suivante comme 5e frappeur. Yariel est dans l'enclos de relève. Mais comme tu viens de le mentionner, c'est une rotation de vétérans. Ils ont connu un très bon camp d'entraînement. S'ils font tous le travail, les Blue Jays vont être une équipe redoutable parce que ce sont tous des lanceurs capables de faire le travail et capables de te donner une chance de gagner des matchs. Scherzer, ça me fait un peu peur, Gavino, parce que sa maudite blessure au pouce, ça fait 2 ans qu'il traîne ça. Ça l'a empêché de lancer. Là, c'est correct, ça a bien été. Samedi, il a lancé, il s'est senti bien dimanche, mais ça va durer combien de temps? Ça, pour moi, c'est un gros point d'interrogation. Mais au niveau de la qualité des lanceurs, il n'y en a pas de problème. Si les Jays sont en avance après 7 manches, est-ce que c'est terminé avec le duo Yimi Garcia et Jeff Hoffman ou bien ça reste une boîte à surprise? Moi, je pense qu'on est un peu meilleur que l'année passée. L'année passée, Jordan Romano, c'était une aventure à chaque fois qu'il arrivait en 9e. Soit qu'il préservait des matchs, soit qu'il préservait des matchs ou bien les balles se retrouvaient à la clôture captées à la piste d'avertissement. Bon, Chad Green a été utilisé l'année passée comme stopper. Ça a plus ou moins bien fonctionné, mais je pense qu'il est capable de lancer la 7e. Moi, je pense qu'en début de saison, ça va être important. Là. Que ce soit la longue relève, Yariel Rodriguez, s'il y a un lanceur qui en arrache, genre Max Scherzer, après 4 manches, il est rendu à 65 lancés, fait lancer Yariel un bon 3 manches, implique Yariel dès le début de la saison. Parce que si jamais on est rendu à la 3e série, puis Yariel, il a juste lancé une manche et 2 tiers, commence à coûter cher son contrat. Là. Je ne sais pas si tu me suis. Là. Ben oui, non, je suis d'accord avec toi. Moi, je te dirais que normalement, là, avec les 2 lanceurs que tu as pour la 8e et la 9e, tu devrais gagner la majorité de tes matchs où tu as l'avance. Yimi a très, très bien fait l'année passée. Hoffman est un releveur qui a prouvé sa valeur dans le passé.
Donc, oui, on est en voiture. Il faut juste que tout le monde reste en santé. C'est juste ça. Mais je ne peux pas croire que l'enclos va être pire que l'année passée. C'est impossible. T'sais, on l'a dit, le début de saison, le mois d'avril, le mois de mai est très, très important pour les Blue Jays parce qu'ils sont attachés. Là. Ils savent très bien que c'est peut-être la dernière fenêtre d'opportunité pour faire quelque chose avec ce groupe de joueurs-là avant d'atteindre l'autonomie complète. Je veux dire, les 60 premiers matchs de la saison, Philo, là, je veux dire, faut pas que tu sois 25-35, faut que tu sois un 35-25 pour justement prendre des décisions d'organisation. Parce que sinon, ça sent la reconstruction et les années de vache maigre pour les Jays et ses fans. Parce que, écoute, si la saison commence bien, ça va aussi inclure les négociations. Guerrero va avoir le sourire, l'équipe va bien, on gagne des matchs. Ça va y tenter bien plus de s'asseoir et de négocier. Même chose pour Beau Bichette. Il ne faut pas oublier que Chris Bassett aussi est agent libre à la fin de la saison. Et comme on l'a vu, et maintenant ça commence, l'histoire, elle se répète à tous les hivers, Gavino. Les Blue Jays sont agressifs sur le marché des joueurs autonomes, mais les gars ne viennent pas. Les gars ne veulent pas venir. Alors, si tu perds ces éléments-là, comme tu viens de le mentionner, tu es dans une reconstruction forcée. Parce que c'est pas vrai qu'en claquant des doigts, tu vas avoir tous les meilleurs joueurs autonomes qui vont dire « Ah ben oui, moi je vais m'en venir pour jouer avec les Blue Jays l'année prochaine. Tu vas être obligé de surpayer ce que tu veux pas faire. » Alors, tu as raison, le début de saison est tellement important à tous les niveaux. Les blessures, Eric Swanson est blessé présentement. Pas de retour avant le 1er mai. Zach Pop, pas avant le 18 avril. Mais regarde, personnellement, je m'ennuie pas de Zach Pop. Également, Alec Manoah, pas avant le 1er août dans son cas. Donc, lui également, là, Tommy John et tout ça. On verra son évolution là, au courant des prochaines semaines. Mais comme on dit, les Blue Jays en santé. On est rendu aux prédictions pour la saison. Les Yankees sont amochés. Les Red Sox, c'est une bonne équipe. Est-ce que les Blue Jays ont ce qu'il faut là, pour au moins jouer pour 500 et se faufiler pour peut-être meilleur deuxième, troisième? Ton commentaire, Philo. Je pense que oui. Je pense qu'on va se rendre au mois de septembre et on va jouer des matchs significatifs. Tu sais, Gavino, l'année passée, là, on va se le dire, là, au mois de juin, c'était fini. Il n'y en avait plus de saison. Cette année, moi, je vois encore les Orioles premiers, même s'ils ont perdu certains éléments. C'est une excellente jeune organisation avec les Mountcastle notamment. C'est une très, très bonne équipe qui a encore beaucoup d'éléments. Alors, moi, je vois les Orioles gagner la division. Et ensuite de ça, ça va être assez serré, départagé. Peut-être les Red Sox deuxième, peut-être. On va voir comment ils vont rebondir cette année. Mais les Yankees, beaucoup de blessures. Les Blue Jays, ils doivent prouver qu'ils reviennent au plus fort de la course après une saison décevante l'année passée. Les Rays, dans leur stade des ligues mineures, eux, il y a peut-être un petit avantage parce que ça va être comme l'année où les Blue Jays jouent à Dunedin. Ils vont frapper bien des circuits. C'est ça, exactement. Donc ça va les aider, même si c'est toujours une équipe qui joue du Moneyball. Mais je vois Baltimore, puis après ça, là, tout peut arriver. Un mix. Mais quand même, Boston, c'est une bonne équipe. Et la plupart des experts sur MLB.com prédisent que les Red Sox vont gagner la section Est de la Ligue américaine, suivie de Baltimore. Les Yankees, on l'a dit, plusieurs joueurs sur la liste des blessés, dont Giancarlo Stanton et Garrett Cole. C'est terminé pour la saison. Dans la Ligue nationale, écoute, si quelqu'un ne place pas les Dodgers de Los Angeles premier, il va falloir qu'il me l'explique parce que je regarde l'équipe, il n'y a pas de trou, tout le monde est en santé, tout le monde lance, tout le monde frappe avec un payroll de 400 millions. J'espère que tu es supposé gagner la division Ouest. Mais tu sais, les Braves d'Atlanta ont été amochés dans les dernières saisons. Est-ce qu'ils vont rebondir cette année? Peut-être. Mais tu sais, ça ne veut pas dire que tu gagnes sur papier, que tu gagnes nécessairement sur le terrain. Peut-être un commentaire sur les Dodgers qui sont maintenant là, les nouveaux ennemis à abattre là, dans le baseball majeur. Ça va m'amener sur mon dernier sujet parce que les Dodgers sont pas dans les Power Rankings premiers avec des équipes deuxièmes. Les Dodgers sont premiers, puis les 30 autres sont 25e jusqu'à 30. Comprends-tu ce que je veux dire? Mais plus sérieusement, sur les Dodgers, OK, et l'argent qu'ils dépensent année après année. Là, ce matin, je lisais des nouvelles de baseball. Les Nationals sont à vendre. Les Twins sont à vendre. Les Angels sont à vendre. Les White Sox sont pas à vendre, mais tout le monde soupçonne qu'ils sont à vendre. Les Rays vont peut-être changer de propriétaire.
ce que je suis en train de te dire, Gavino, là, c'est que présentement, là, selon les experts, tu as à peu près 25 propriétaires sur 30 là, qui ne sont pas contents là, de la façon dont le baseball majeur opère présentement. Aujourd'hui, on a sorti les valeurs des franchises du baseball majeur, Gavino. C'est quoi la valeur moyenne d'une équipe du baseball majeur? 2,8 milliards. Le chiffre a augmenté de 7 %. C'est correct, mais ce n'est pas extraordinaire. Ce que je suis en train de te dire, c'est que je pense qu'il y a des propriétaires qui regardent les contrats à Juan Soto, voient les contrats qui se sont donnés à Ohtani, puis là, ils disent, attends une minute, là. C'est parce que le joueur, là, je vais lui donner un contrat qui équivaut à peu près à 1/5 de la valeur totale de notre franchise. C'est pas 30 millions, 40 millions, là. 500, 600, 700 millions. Si tu donnes à un joueur ce montant-là, puis ça te pète d'en face parce que le joueur ne livre pas la marchandise puis tu n'es pas capable d'en faire du revenu ou du profit, ça peut compromettre ta franchise. Parce que les montants sont énormes. Alors, moi là, Gavino, c'est clair comme de l'eau de roche, là. L'année prochaine, 2026, sera la dernière année avant la convention collective. Les propriétaires vont demander un plafond salarial. On sait comment ça finit la dernière fois qu'ils ont demandé un plafond salarial. On a raté la Série mondiale en 1994. Ça nous a fait tellement mal. Mais cette fois-ci, Gavino, j'ai l'impression que les propriétaires vont se tenir puis ils vont dire, si on n'a pas de plafond, on dit ça on à chaque 15 ans, puis ils se tiennent jamais. Écoute, ce matin, là, en date du 25 mars 2025, là, les Dodgers de Los Angeles, une masse salariale de 322 millions parce qu'ils payent Ohtani 2 millions. Tu rajoutes 70, c'est à 3,92. 3,92. Non, c'est les ça. Les Marlins de Miami, là, ce matin, là, 47 millions de payroll. 47. Il y a un écart de 350 millions entre la première et la 30e équipe, puis ils jouent dans la même ligue. Ben, et ça veut dire que tu as un paquet de gars là-dedans qui sont dans leurs 3 premières années de contrat. Parce qu'on sait que les 3 premières années sont contrôlées. Les gars gagnent moins qu'1 million de dollars. Mais pour rester là, en bas de 50 millions, il faut vraiment le faire. Faut que tu essayes fort. Faut que tu essayes très, très, très fort. Mais ce que je veux dire, Gavino, c'est que, comme je te dis, des contrats de 500, 600 millions, 700 millions, si les valeurs des franchises sont à 2 milliards, 2 milliards et demi, ça ne fait aucun sens. Parce qu'un propriétaire se met dans une position pour vraiment se placer dans une situation où il pourrait devoir vendre la franchise si ça ne marche pas. Alors, moi, je pense que les propriétaires ne sont pas d'accord là-dessus. Puis je te dis, là, on s'en va dans une guerre après la saison 2026. Et moi, je pense que si les propriétaires gagnent ça, ben, le baseball majeur va en sortir gagnant. On regarde sais-tu combien ça a augmenté les valeurs des franchises dans la Ligue nationale l'année passée, Gavino? 15 20 Plus que 30 Pourquoi ça a augmenté de 30 Parce qu'il y a une stabilité. On sait que les joueurs ne peuvent pas gagner plus que 50 des revenus et l'autre 50 va dans les poches des propriétaires. C'est juste pour tout le monde et on sait où est-ce qu'on s'en va. Il n'y a personne au hockey qui peut donner un contrat de 750 millions. C'est impossible. Ça n'arrivera pas. Alors, c'est là où on en est. Une petite rafale pour terminer, Philo. Une petite rafale. Notre ami Bichette, est-ce qu'il frappe 200 coups sûrs cette année avec les Blue Jays de Toronto? Moi, je ne vais pas dire 200 coups sûrs parce que 200, c'est vraiment beaucoup. Je vais y en donner, mettons, 175. OK. 175 et plus. Donc, il va faire un petit séjour sur la liste des plaisirs de temps en temps, là, à 175. Non, je pense qu'il va juste avoir peut-être un petit peu des hauts et des bas, mais à 175, t'as pas vraiment beaucoup de bas. C'est quand même déjà beaucoup de coups sûrs, donc je te dirais 175. Et là, il faut qu'il apprenne une chose des Blue Jays, OK? Parce que Beau Bichette, cette année, là, plus qu'il va frapper, plus que son contrat va coûter cher. Si tu veux le locker in, là, c'est là. C'est une rafale, hein? C'est supposé aller vite. Okay. Vladimir Guerrero, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il signe avec Toronto pendant la saison ou il s'en va? Il est parti? Moi, je pense qu'il va signer à Toronto. OK. Max Scherzer, plus de 150 manches lancées ou moins? Moins. OK. Moins. Moi, je suis craintif par rapport à Scherzer, puis je pense que son pouce va le faire suer, puis c'est ça. George... Moi, je l'ai dit, 100 manches et plus, je suis content. George Springer, tu lui donnes de la corde jusqu'à quand?
S'il a la même saison que l'année passée, disons. Là. Ouais, mi-mai. Ton joueur de l'année chez les Jays. Je vais y aller avec Beau Bichette. Dernier, l'affiche des Blue Jays après 162 matchs cette année. Écoute, faudrait que je fasse un calcul dans ma tête, là. Mais je vais y aller avec à peu près 86 victoires. Oh, 86-76. Ah, écoute, si c'est ça, tu termines à peut-être 1 ou 2 matchs du meilleur troisième. Puis on va se souvenir qu'on n'avait pas déposé un amorti au mois d'avril. C'est ce qui a coûté la saison. Sérieusement, 86-76. L'année passée, 74, là, 88. Là. Donc, 12 victoires de plus pour toi, pour les Blue Jays cette année, grâce peut-être à Anthony Santander et la tenue des lanceurs partants. Et j'espère que John Schneider aura mis dans son carnet de notes le baseball de situation parce qu'on va en avoir besoin cette année. Regarde, tu te poses la question, là. Est-ce qu'à la frappe, on s'est amélioré? Oui. Oui, parfait. Est-ce qu'au niveau des lanceurs partants, on est une équipe améliorée? Si Bowden Francis devient le Bowden Francis du mois de juillet, mois d'août, mois de septembre, je te dis oui. OK. Est-ce que l'enclos de relève est amélioré? Je pense que oui. J'aime mieux cette année que l'année passée, un peu plus balancé. Fait que, oui, regarde, normalement, tout est là. Oui, tout est là. Tout est là. Il n'y a pas vraiment de département où on peut dire qu'on s'est empiré. Alors, il y a des bonnes équipes dans la Ligue américaine. Là. Kansas City, c'est une bonne absolument. équipe. Seattle, c'est une bonne équipe. Absolument. Les Tigers, qui avaient vendu tout le monde au mois de juillet, qui ont fait les séries, c'est une bonne équipe. Texas, Absolument. ils vont rebondir. Écoute, ça va être très intéressant. Là, parce que, tu sais, Blue Jays, c'est pas la seule bonne équipe, disons, de 500. Il y en a des équipes qui vont jouer pour 500 et plus qui vont être dans le mix jusqu'à la fin de l'année. Je suis content aussi de voir que, tu sais, on a des gars qui cognent à la porte en bas. Barger a été coupé si jamais ça ne fonctionne pas avec Rodon ou quoi que ce soit. On peut le rappeler. On a quand même quelques options ici et là. Puis on verra si l'équipe est dans le coup, mais peut-être qu'ils seront acheteurs avant la date limite des transactions. Ouais. Peut-être qu'on va chercher un joueur de location. Qui sait? Mais ce serait vraiment une bonne nouvelle si on arrivait à convaincre Bichette et Guerrero de signer au moins un des deux, puis peut-être le deuxième un peu plus tard durant l'année, mais ça serait vraiment la cerise sur le Sunday. Ça commence jeudi. Ça commence jeudi, Philo. À 15h. Over ou under 3000 tweets dans l'année concernant les Blue Jays sur ton compte. Ouais. Ouais. Plus. Très, très bon. Suivez-nous sur X, Gavino Defalco ou Jérémy Filosa pour tout connaître sur les Blue Jays de Toronto cette saison. Bonne saison à tous. Ça commence jeudi. Amusez-vous. Écrivez-nous sur les réseaux sociaux et on va vous répondre. Il n'y a pas de problème là-dessus. Au nom de Jérémy Filosa, ici Gavino Defalco qui vous dit à très bientôt au podcast des Blue Jays. Salut tout le monde. Bye bye. Salut.